Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue au cours duquel nous allons parler de l'espace d'interpellation démocratique qui n'aura pas lieu cette année. Il a été reporté à cause des conditions sanitaires selon les autorités du pays. Donc la prochaine édition est prévue le 10 décembre 2021. Alors les conditions du report sont-elles justifiées? Quelle est l'utilité de cet espace démocratique, d'interpellation démocratique? Nous allons en débattre avec Dr Alain Nyangali, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, et au téléphone, Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Reporter l'espace d'interpellation démocratique à cause des conditions sanitaires. Est-ce que vous pensez que les raisons de ce report sont justifiées, Dr Alain Nyangali? Ok. Et tout d'abord, permettez-moi de remercier tous les auditeurs de Studio Tamani. Et je profite aussi de l'occasion pour vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité et le privilège donc d'intervenir sur une question qui intéresse la vie de la nation. Effectivement, le report de l'espace d'interpellation démocratique a été fait par un communiqué officiel donc, de la primature. Les raisons qui ont été évoquées dans ce communiqué, c'est de dire qu'il y a un état d'urgence sanitaire et que les autorités publiques ont déjà pris des mesures dans ce sens pour diminuer, disons, la propagation du coronavirus. Au-delà aussi, il y a eu une recommandation du bureau du médiateur de la République donc, qui s'inscrivait dans la même dynamique donc, de reporter l'édition de cette année au 10 décembre 2021. Et donc, les raisons qui ont été mises en place pour justifier ce report, même si ce ne sont pas des raisons qui justifient, disons, ce report, on peut dire quand même que nous sommes dans une période transitoire. Donc, la transition a certainement des priorités et que ces priorités sont donc dégagées dans ce qu'on a appelé les grands axes de la transition. Et donc, si le gouvernement a des priorités, il faudrait que le gouvernement ait les moyens de mettre en œuvre ces priorités-là. Je pense quand même que depuis un certain temps, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle une récession économique accentuée par non seulement la pandémie de la Covid-19 et la crise sécuritaire. Et au-delà, ces derniers temps, nous avons vécu ce qu'on appelle la sanction de l'organisation sous-régionale, donc la CEDEAO qui a donc imposé l'embargo sur le Mali, et donc cela peut justifier donc le report de l'édition de cette année. Alors, Maître Cheikh Oumar Konaré, vous, quelle analyse faites-vous de ce report de l'espace d'interpellation démocratique? Je vous remercie et je salue tous nos auditeurs. Je ne crois pas du tout au bien fondé des raisons avancées pour ce report. Avant l'espace d'interpellation, il y a eu combien de forums, il y a eu combien d'assemblées, il y a eu il y a même eu les concertations nationales. Donc tout ça là, c'est parce que l'espace d'interpellation démocratique ne sert plus à rien. Voilà la vérité. L'espace d'interpellation ne sert plus à rien, à votre avis? Voilà, ça ne vaut rien. C'est pourquoi on l'a reporté. Êtes-vous d'accord avec M. Cheikh Oumar Konaré, Dr Nyangali? D'abord, permettez-moi de saluer mon co-débatteur, Maître Cheikh Oumar Konaré, pour la qualité et la pertinence de ses analyses. Celle-ci est-elle pertinente? Je ne m'inscris pas dans la même dynamique que mon co-débatteur, Maître Cheikh Oumar Konaré, parce que, vous savez bien, l'espace d'interpellation démocratique du Mali
a été inspiré, s'est inspiré du modèle de réconciliation nationale qui a été mis en place par le Rwanda en 1994, après les génocides rwandais. Et donc c'est à partir de 1994 que le Mali a mis en place cette tribune de dialogue entre gouvernants et gouvernés pour permettre non seulement aux victimes des décisions de la justice ou encore aux victimes du système administratif d'aller s'adresser directement aux ministres dans la même salle pour leur permettre de trouver une solution à leurs problèmes. Donc aujourd'hui, à mon avis, l'importance de l'espace d'interpellation démocratique n'est plus à démontrer, dans la mesure où cette tribune permet aux Maliens non seulement de rétablir les personnes victimes des décisions de justice, c'est aussi l'occasion d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur l'état de la situation des droits dans notre pays. Et donc, à mon avis, le rôle ou l'importance de l'espace d'interpellation démocratique n'est plus à démontrer et que ça devait même se pérenniser donc, pour que les Maliens aient de plus en plus accès à cette tribune pour expliquer, pour exposer les problèmes ou encore les droits qui ont été violés donc, au cours de l'année. Je pense quand même que quand Maître dit que ça ne sert à rien, je pense que c'est trop dit, c'est aller trop loin. Aujourd'hui, nul n'ignore l'importance de cette tribune qui est d'ailleurs de plus en plus. Les Maliens y vont devant cette institution pour pouvoir exposer leurs problèmes en vue que des solutions idoines puissent être trouvées à leurs problèmes. Alors, Maître Mariko, Dr Alaï Nyangali pense que vous allez trop loin en disant que cet espace n'est plus important. Pas Maître Mariko, hein. Maître Konaré, pardon. Maître Konaré, Maître voilà. Konaré. Et vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le docteur Nyangali et je le salue. Bonjour, docteur. Bonjour, maître. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le problème de l'Afrique, c'est qu'on va toujours s'accrocher à un concept inventé par d'autres et on vient le transplanter chez nous comme un élève qui copie en classe quoi, les textes, le cahier de son voisin. Moi, je vous dis, pour la philosophie même qui sous-tend l'espace d'interpellation démocratique, cette philosophie-là, c'est de faire en sorte que l'État soit obligé de tenir compte de corriger ses propres défaillances. Que l'État soit obligé de se considérer comme un sujet de droit. Que l'État soit obligé d'exécuter les décisions de justice. Mais est-ce que dans un État qui se dit de droit, l'État doit se considérer comme au-dessus de la loi, au point d'ignorer les décisions de justice, au point de violer allègrement les droits des justiciables, malgré les décisions de justice? Je pense que non. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une réforme pour que l'État soit un véritable État de droit, autrement dit un véritable sujet de droit. Quand la justice décide, l'État exécute. Mais dans ce pays, si vous avez une grosse de justice, c'est comme si, contre l'État, c'est comme si vous n'avez rien du tout. Et ce n'est pas l'espace d'interpellation qui peut régler ça. La preuve, il y a des 1001 tonnes de recommandations qui sont issues de l'espace et qui restent toujours inexécutées. C'est parce que l'État ne se considère pas comme un sujet de droit, il se considère comme au-dessus de la loi. Il faut maintenant prendre une législation qui oblige l'État à s'exécuter et à se considérer comme un sujet de droit. Je vous donne un simple exemple. Sur la route de Sotiba, là, au moment de faire le troisième pont, les voies annexes au troisième pont, on est venu et on s'est mis à casser les immeubles des gens sans indemnisation préalable.
Moi-même, j'ai eu à initier des procédures pour que l'État arrête de casser les maisons des gens sans indemnisation préalable. En violation de la Constitution qui dit que nul ne peut être exproprié si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnisation préalable. L'État se moque de ces dispositions de la Constitution et vient casser votre maison sans vous indemniser. Bon, ce genre de comportement ne devrait pas arriver dans un État de droit. Ce genre de comportement devrait être interdit expressément par la loi et des dispositions expresses doivent être prévues contre les dirigeants ou les directeurs, les ministres qui auront ordonné ce genre de choses, attentatoires aux droits constitutionnels des citoyens. Donc, il faudrait plutôt aller vers une correction de la législation, une correction des lois et des pratiques administratives pour que le citoyen soit mis en sécurité. Mais venir pleurnicher dans un espace d'interpellation démocratique avec des individus venus, invités, logés à grands frais dans les hôtels, ça ne sert à rien, je vous le dis. Ça fait 30 ans qu'on est en train de faire ça là. Ça a permis de réaliser quoi? Rien. Et on va encore perdurer dans ça, ça ne réglera rien. Il faut changer la loi et il faut changer les pratiques. Sans quoi on va encore faire 50 ans d'interpellation démocratique et ça ne produira aucun résultat. Avec ces détails donnés. Justement, en partie, je suis d'accord avec Maître Konaré. Mais ces derniers temps, les chiffres sont très parlants. En 2018, nous avons enregistré 454 demandes au niveau du bureau du médiateur de la République. En 2019, le chiffre qui a été communiqué par le rapport du bureau du vérificateur général est de 465 demandes enregistrées au niveau de cette institution. Et si l'espace d'interpellation démocratique n'avait pas sa raison d'être, ces chiffres n'allaient pas augmenter. En 2018, nous étions à 454. 2019, 465. Il y a eu quand même une nette amélioration du nombre de participants à l'édition de 2019. Donc tout cela dénote que l'espace d'interpellation démocratique permet effectivement de contribuer de manière significative et pédagogique à l'enracinement de la démocratie au Mali. L'espace d'interpellation démocratique a permis aussi aux Maliens à de nombreux Maliens de rentrer dans leurs droits parce que certains Maliens avaient en possession une décision de justice revêtue de la formule exécutoire, mais que l'exécution de cette décision faisait défaut. Et donc, il fallait aller d'abord devant l'espace d'interpellation démocratique et trouver la solution. Effectivement, les institutions concernées se sont exécutées et donc ces personnes sont rentrées dans leurs droits. Donc, à mon avis, aujourd'hui, même si beaucoup d'efforts restent à fournir, l'espace d'interpellation démocratique est une réalité et que nous devons aller devant cette institution pour exposer nos problèmes afin de pouvoir trouver une solution adéquate. Maître Konaré, que cet espace a permis à beaucoup de Maliens de rentrer dans leurs droits. Êtes-vous d'accord avec cet avis de M. Nyangali? Oui, Dr Nyangali cite le nombre de demandes déposées pour participer à l'espace d'interpellation démocratique. L'augmentation du nombre de demandes, de nombre de participants, ne permet pas de déduire que l'espace d'interpellation soit efficace. Ce n'est pas un critère. En tout cas, ce n'est pas un critère déterminant, ni convaincant. Si Dr Nyangali m'avait dit, sur 400 demandes introduites, 200 ont été satisfaites ou exécutées par les autorités concernées, d'accord, je me serais peut-être incliné, mais une telle statistique n'est pas donnée. Si vous vérifiez bien,
le pourcentage de demandes exécutées ou de recommandations exécutées ne doit même pas dépasser 10%. Parce qu'on a appris dans ce pays à se moquer de tout ce qui ressemble à la loi. Tout est piétiné, les principes, les textes, les lois, tout le monde s'en moque. Chacun cherche à passer entre les mailles du filet, dans les coulisses pour régler ces problèmes. Et il est très très courant que quand vous avez une grosse de justice et que vous vous présentez pour paiement contre l'État, on vous demande une décote. Autrement dit, on vous dit, certes, vous avez gagné 1 milliard, mais nous, on ne vous paye que si vous renoncez à 500 millions. Peut-être que c'est par ces artifices-là qu'on a pu régler certains problèmes, mais en réalité, on a réglé sa partie et l'État est toujours sorti gagnant parce qu'en vérité, l'État piétine la règle de droit. Moi, j'ai dit, peut-être que l'espace d'interpellation, peut-être que ça peut servir à quelque chose, mais ce serait moi le décideur que j'arrêterais cet espace-là. J'estime que vraiment il faut aller à une législation beaucoup plus sérieuse, à un meilleur encadrement des pouvoirs de l'État et des dirigeants de l'État pour les obliger à devenir des sujets de droit comme toi et moi. Quand la justice décide quelque chose, l'État s'exécute au même titre que toi et moi. Est-ce que c'est l'espace même qui vous pose problème ou le concept, la méthode utilisée pour débattre des sujets au cours de cet espace? Je trouve que c'est l'espace d'interpellation, là, c'est une tribune populiste. Ce n'est pas une réforme en profondeur permettant de faire droit, permettant de renforcer les droits des citoyens. Est-ce que vous voyez? Peut-être que l'augmentation même du nombre de participants signifie que de plus en plus l'État persiste dans l'ignorance, dans la violation de la loi. Si les violations diminuaient, le nombre de participants à l'espace n'aurait pas augmenté. Je vous dis, il faut réformer la loi, il faut réformer la législation pour obliger l'État à s'exécuter. Il y a par exemple un moyen nouveau qui vient d'être introduit dans la loi portant organisation de la Cour suprême. Ce moyen, c'est quoi? C'est que quand l'État est condamné à payer une somme à quelqu'un, et que la dernière décision en ce sens est rendue par la Cour suprême, celui qui ne reçoit pas paiement a l'autorisation de poursuivre directement en justice le trésorier payeur. Vous voyez, c'est des moyens comme ça qui permettent d'engager la responsabilité personnelle du trésorier payeur devant la justice, qui vont l'obliger à faire face au paiement dès qu'il y a une grosse de justice. Mais tant qu'on ne multiplie pas ce genre de mécanisme, le trésorier agira sous le couvert de l'État et il ne payera pas. Et d'ailleurs, c'est cette absence de législation claire qui favorise la corruption dans les services publics, parce que si tu ne payes pas, un pot de vin, on n'exécute pas la décision de justice. Donc, des institutions comme le médiateur de la République ou l'espace d'interpellation démocratique ou des choses comme ça, là, pour moi, c'est du folklore. Il faut les supprimer. Supprimer l'espace d'interpellation démocratique parce que c'est du folklore. Pensez-vous Je ne pense pas qu'on aille vers la suppression de ces institutions parce que chaque institution a un rôle à jouer dans le renforcement, dans la consolidation de la démocratie. La non-tenue même de cette édition, cette 25e édition, n'est-elle pas une violation des textes? Non, à mon avis,
Vous savez bien que le gouvernement de transition a des priorités à exécuter et que parmi ces priorités, la tenue de l'espace d'interpellation démocratique n'a pas sa place. Et donc, parce que la tenue de l'espace d'interpellation démocratique nécessite beaucoup de moyens, comme Maître Konaré l'a si bien dit dans ses propos introductifs. Et donc, à mon avis, c'est des institutions qui doivent renforcer la démocratie, des institutions qui doivent renforcer le fonctionnement normal des autres institutions. Donc l'existence de cette institution, à mon avis, peut être justifiée par le fait que le bureau du médiateur de la République est une institution qui émet des recommandations, certes, mais son rôle n'est plus à démontrer, comme je l'ai dit. Donc elle a permis quand même à notre démocratie de s'enraciner davantage. Elle a permis à bon nombre de Maliens dont leurs droits fondamentaux avaient été violés et qu'ils ont été rétablis dans leurs droits. Et donc, au-delà, c'est vrai, il y a des insuffisances notoires à souligner, notamment quand on prend les Maliens. Donc il y a certains citoyens quand même qui pensent que le bureau du médiateur de la République ou l'espace d'interpellation démocratique n'a plus son sens. Et au-delà, il y a ce qu'il faut déplorer, c'est que c'est les demandes répétitives. Des demandes qui reviennent pratiquement à chaque édition. Et donc cela peut aussi être considéré comme des insuffisances de l'espace d'interpellation démocratique, qu'à l'avenir il faudrait donc les corriger pour que l'espace d'interpellation puisse donc jouer pleinement son rôle dans la consolidation de la démocratie et dans le fonctionnement normal des institutions de la République. Écoutons ces réactions de quelques habitants de Bamako par rapport à la précédente édition, la 24e édition de l'espace d'interpellation démocratique, un élément qui a été diffusé l'année dernière par Studio Tamani. Nous fondons beaucoup d'espoir sur les idées car les organisateurs disent s'investir pour protéger les droits des démunis. C'est pourquoi on ne se décourage pas. Chaque année, nous venons participer au débat. Nous savons qu'il y a toujours des responsables qui se soucient des droits des gens. L'espace d'interpellation démocratique est une bonne chose. Si j'arrive à avoir l'opportunité de participer au débat, je me ferai entendre par les plus hautes autorités. Nous sommes dans un pays où la justice obéit à des ordres. Et cela n'est pas normal. Même si j'arrive à avoir 2 minutes de parole, ça me suffirait. Le foncier, la corruption semble être certains des principaux sujets qui dominent au sein de l'espace d'interpellation démocratique. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces questions foncières, Maître Cheikh Oumar Konaré, selon vous? Avec cette question, pour répondre à cette question-là, il faut faire un livre. Un livre même. Il faut un livre de 10 000 pages. Donc, il y a tout un problème. Dans le foncier au Mali. Rien ne va dans le foncier au Mali. Pour une raison simple. C'est qu'au Mali, vous avez plus de 1050 autorités habilitées à donner des titres d'attribution, des attributions foncières aux citoyens. Cela va des gouverneurs, aux préfets, aux sous-préfets, aux maires. Vous voyez, des centaines d'autorités. Et ces centaines d'autorités sont habilitées à donner des actes d'attribution pendant que les services techniques ne sont pas au niveau de toutes ces autorités-là. Donc ce n'est pas un domaine informatisé. C'est pas informatisé, il n'y a même pas souvent de connexion organique ou de connexion opérationnelle entre un préfet et un sous-préfet. Par exemple, prenez la préfecture de Kati. Mais les services techniques sont au niveau de la préfecture de Kati, mais au niveau de la sous-préfecture de Kalabankoro, qui dépend pourtant de la préfecture de Kati, mais aucun service technique n'est au niveau de cette sous-préfecture. Donc tous les documents que la sous-préfecture de Kalabankoro vous donne par rapport à une parcelle, ces documents ne
sont pas connus de Kati. Et en cas de Kati peut revenir lotir la même zone et encore donner des papiers là-bas. Et donc, d'où des chevauchements, des conflits qui, lorsqu'ils viennent devant la justice, sont obligés, les juges sont obligés donc de désigner des experts. Et ces experts-là n'ont aucune connexion avec la sous-préfecture de Calabar, si bien que les documents de Calabar tombent, même si ces documents-là ont été délivrés avant ceux de Kati. Vous voyez un peu le désordre qui règne dans ce milieu-là. Bon, donc ça, c'est au quotidien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que et dans le domaine foncier, et dans le domaine de l'exécution des décisions de justice, et dans d'autres domaines, l'espace d'interpellation n'arrive pas à régler quelque chose parce qu'il n'est pas assorti, les recommandations ne sont pas assorties de sanctions contre les autorités. Il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas de sanctions. Si on me dit aujourd'hui, bon, nous allons maintenir l'espace d'interpellation démocratique, non seulement les gens sont appelés à venir exposer leurs problèmes, mais si les recommandations ne sont pas exécutées au bout de 2 espaces, le ministre concerné devra démissionner. Ah, là, ça va changer la donne, vous allez voir. Mais si rien n'est dit de ce genre, et que le ministre qu'il ait exécuté les recommandations ou pas, le ministre ne subit aucune sanction, mais aucune recommandation ne sera exécutée. Ça va être comme quelqu'un qui détient une grosse de justice et qui se présente au ministère des Finances, on ne payera pas. Rien ne va au niveau du domaine foncier au Mali. Justement, je suis d'accord avec Maître Konaré quand il me dit qu'il faut revoir donc, la loi au Mali. Vous savez bien que en République du Mali, il y a des privilèges qui sont accordés à l'État et au démembrement de l'État. Et donc, à ce titre, il n'y a pas de voie d'exécution forcée contre l'État, que les biens de l'État sont insaisissables, qu'on ne peut pas aussi prendre l'État et le jeter en prison parce que l'État, donc voilà, c'est la personne morale des droits publics qui est dotée donc de l'autonomie financière et de la personnalité morale. L'État est un sujet de droit. Aujourd'hui, on peut convoquer l'État devant les juridictions, devant même son propre juge, et gagner son procès. En 1981, quand il y a eu le fameux arrêt de la section administrative de la Cour suprême du Mali, un étudiant du nom de Dédé Fané, qui était donc au lycée, donc un élève qui était au lycée technique de Bamako, suite à une grève déclenchée par les élèves et étudiants du Mali. Ce jour, le sieur Dédé Fané était malade, couché sur son lit à l'infirmerie du lycée technique de Bamako, n'ayant pas pris part donc à la manifestation, mais ils ont reçu de la visite des forces de l'ordre. Et donc, les forces de l'ordre ont fait irruption dans la salle. Ils l'ont trouvé couché sur son lit à l'infirmerie du lycée. Ils ont commencé à lui administrer des coups de ceinturon. À l'époque, donc, c'était les ceintures et non les matraques. Et donc, les 10 coups ont occasionné sur le sieur de Dédé Fané la perte d'un œil. Et donc, en 1981, tenez-vous bien, suite donc, au conseil donné par un de ses frères qui lui demandait donc de se présenter devant le juge pour que l'État malien soit condamné et que des dommages et intérêts puissent être versés au sieur de Dédé Fané. Et chose qu'il a donc suivi, il est allé devant, à l'époque, le tribunal de première instance de la commune 3, donc on appelait communément tribunal bas en 1981. Et donc l'État du Mali, à l'époque, a été condamné au paiement d'une somme d'argent à titre de réparation de préjudice. Et donc, pour dire que... Ça, c'est à l'époque, mais à aujourd'hui, la justice est-elle aussi indépendante? Même aujourd'hui, on peut bel et bien intenter un procès contre l'État du Mali et gagner son procès. Et la preuve, lors de la pose de la première pierre de la cour d'appel de Bamako, il y a un citoyen qui se disait aussi propriétaire de la même parcelle. Et donc, quand le dossier est arrivé devant
Donc, le citoyen a saisi la juridiction compétente en la matière et l'État du Mali a été condamné au paiement des dommages et intérêts parce que la parcelle, effectivement, appartenait, comme ça a été décidé par le juge, donc au sieur Ndao. Et donc, finalement, il a remporté son procès contre l'État. Donc, aujourd'hui, moi, je ne m'inscris pas dans cette dynamique parce que je fais confiance en la justice de mon pays. Et donc, la justice est une institution et qu'elle est aussi prévue par la Constitution. Et la justice est indépendante. L'indépendance de la justice ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais seulement que... il a si bien dit que vous pourrez gagner votre procès, mais la mise en œuvre, donc l'exécution de la décision, c'est ça qui va poser problème. Je n'apprends rien à Maître Konaré que lorsque une décision est rendue par une juridiction et que la décision doit être revêtue de ce qu'on appelle la formule exécutoire et que la décision est rendue au nom du peuple malien. Et donc, il est écrit dans cette formule exécutoire que la République du Mali mande à tous les officiers de police, à tous les commissaires, à tous les commandants des cercles, donc qui sont devenus préfets, de prêter main forte à l'exécution de cette décision. Et donc, si vous avez une décision de justice revêtue de la formule exécutoire, alors la mise en œuvre ou l'exécution de cette décision, je pense que cela pourrait faciliter les choses. Donc il faut aller vers les officiers compétents pour l'exécution de la décision de justice. Je suis d'accord à ce que les textes soient révisés en République du Mali parce que nous sommes en quête perpétuelle du renforcement de la démocratie et du fonctionnement et de renforcer aussi nos institutions. Et donc, dans ces cadres-là, il faudrait qu'il y ait des institutions comme le Bureau du médiateur de la République pour accompagner les citoyens dans leur quête de la justice, dans leur recherche de la solution à leurs problèmes. Maître Konaré, êtes-vous d'accord avec Dr Nyangali quand il dit que l'indépendance de la justice ne fait l'ombre d'aucun doute? Mais le débat n'est même pas là. Moi, mon propos n'est pas de dire que la justice n'est pas indépendante ou bien que on ne peut pas faire condamner l'État en justice. Mon problème n'est pas là-bas. Mais je dis qu'il y a des milliers de décisions de justice rendues contre l'État qui condamnent l'État à payer tel ou tel montant, mais qui restent inexécutées parce que l'État refuse d'exécuter et il n'y a aucun moyen de le forcer à exécuter. C'est là mon propos. Donc c'est pourquoi vous dites que l'État est au-dessus de la loi souvent. L'État se considère comme au-dessus de la loi et il n'exécute pas les décisions. Il les exécute comme bon lui semble. Comme bon lui semble. Quand vous allez payer des pots de vin ou autre, là, on s'arrange pour vous payer les condamnations financières prononcées par la justice. Mais si vous ne payez pas ça, vos décisions de justice, l'État s'en fout. Ils mettent dans un tiroir, ils n'exécutent pas. Mais j'ai plein d'arrêts rendus par la Cour suprême, les cours d'appel et autres codes de l'État, et qui restent inexécutés parce que l'État ne veut pas. On ne te reçoit même pas pour te dire qu'il y a ceci ou cela. C'est pourquoi je demande une réforme de la législation afin de pouvoir traduire en justice le responsable à titre personnel étatique qui refuse d'exécuter. Par exemple, quand vous allez en France, une fois que vous avez une condamnation financière contre l'État, la loi même dit que si vous avez votre grosse aujourd'hui et que vous notifiez à la mairie ou bien à la préfecture ou autre là, alors si on ne paye pas cette année, il y a ce qu'on appelle le système de mandatement d'office. C'est-à-dire que dans le budget de l'année prochaine de la mairie ou bien de la collectivité concernée, la loi oblige d'inscrire le montant de cette condamnation judiciaire dans le budget de la mairie. Comme ça sera payé obligatoirement.
Un tel système n'existe pas au Mali. Les mairies, ils prennent votre grosse de justice, ils mettent dans le tiroir et vous ne pouvez rien contre elles. Vous comprenez? Le problème est dans l'exécution. Le problème n'est pas de dire que la question n'est pas dans l'indépendance de la justice ou bien dans le fait que vous pouvez condamner l'État. Mais si vous allez en justice, c'est pour avoir vos sous. Si vous n'avez que des papiers revêtus de la formule exécutoire qu'on n'exécute pas, ça sert à quoi? Rien ne va dans le domaine du foncier, vous dites. Est-ce que la corruption également existe à tous les niveaux, dans tous les secteurs au Mali aujourd'hui, selon vous? C'est-à-dire que la corruption a gangréné l'État malien. Et tout le monde est au courant. Le bureau du Vega, la Casca, il y a tellement de services qui font des rapports. Et vous voyez que de plus en plus, il y a des actions qu'on déclenche contre différentes personnalités. Donc la corruption, ça gangrène l'État malien et l'État malien n'est pas le seul dans ce cas. On peut très bien lutter contre la corruption. On est d'ailleurs en train de le faire et c'est une très bonne chose. Mais notre débat porte sur l'exécution des décisions de justice. Je peux vous dire que 90% des condamnations de justice prononcées contre l'État malien ne sont pas payées. Alors. Et personne n'y peut rien parce que vous ne pouvez pas aller signer à la place du directeur du Trésor ou bien du directeur du budget ou autre là. Et, si vous avez des connaissances là-bas, c'est bon. Si vous n'avez pas de connaissances, vous allez attendre des années jusqu'à ce que votre ami ou bien votre parent devienne quelqu'un dans ces secteurs-là et en ce moment, on va vous payer. Docteur Niangadi veut réagir là-dessus. Je ne veux pas citer des cas, mais j'ai des décisions comme ça. Là. Je suis au courant. D'accord. Voilà. Et justement, voilà pourquoi je dis le bureau du médiateur de la République doit exister, parce que ce que Maître est en train d'évoquer, c'est ce qu'on appelle l'exécution judiciaire des décisions de justice. Si vous me le permettez, il y a de la redondance, mais que l'existence du bureau du vérificateur général, c'est pour faciliter l'exécution des décisions de justice par la voie politique. La voie politique, c'est quoi? La décision est rendue par les tribunaux, cours, voilà, donc, en République du Mali. Et donc, quand une décision est rendue et que la décision n'a pas fait l'objet d'exécution, il faudrait donc saisir le bureau du médiateur de la République à travers donc sa tribune ou son espace d'interpellation démocratique, exposer le problème. Et donc, il y aura ce qu'on appelle les recommandations. Donc, après avoir écouté, le jury va certainement formuler des recommandations pour que la décision puisse être exécutée. Donc, pour la mise en œuvre des recommandations des éditions de l'EID, il faudrait que le médiateur de la République saisisse le ministre de la Justice et que le ministre de la Justice, à son tour, va saisir le Premier ministre et que le Premier ministre, en dernier lieu, va saisir le président de la République. Et donc, si la décision est portée jusqu'au sommet de l'État, donc au président de la République, qui à son tour va répercuter la recommandation à l'institution ou au service administratif concerné. Et donc, cela va permettre à ce que, quand le président de la République, c'est-à-dire que sa propre personne, demande à une structure administrative ou à un service public de mettre en œuvre donc les recommandations, même si elles ne sont pas dotées de force obligatoire. Et donc, cela peut aussi influencer la mise en œuvre ou l'exécution des décisions, des recommandations qui sont issues des éditions de l'espace d'interpellation démocratique. Mais si l'espace d'interpellation démocratique est efficace, pourquoi il y a tant de dénonciations par rapport à la mauvaise gouvernance, la démocratie même qui est remise en cause par certains Maliens aujourd'hui, la corruption, l'injustice dénoncée par plusieurs Maliens? Pourquoi tous ces problèmes? Oui, il y a tous ces problèmes parce que vous savez bien, si l'on analyse l'espace d'interpellation démocratique, c'est l'occasion qui serait donnée donc aux Maliens qui sont victimes de la corruption
ou encore de ce que Maître a appelé donc victime d'une expropriation, soit que ce soit pour cause d'utilité publique ou une expropriation quelconque. Et donc, c'est l'occasion pour les citoyens victimes de ces situations de s'adresser, parce que le bureau du médiateur de la République, c'est une institution comme les autres institutions. Donc, quand vouloir demander la suppression pure et simple de cette institution, moi, je pense que c'est un coup dur à la démocratie. Et donc, il y a des problèmes, c'est vrai, mais que les solutions adéquates ne sont pas encore trouvées ou ne sont pas apportées à ces problèmes-là. C'est la raison pour laquelle il y a des aspects qui sont, plusieurs aspects qui sont abordés lors des éditions de l'espace d'interpellation démocratique, à commencer d'abord par le conflit foncier. Aujourd'hui, si vous prenez les dossiers qui sont pendant devant le prétoire du juge, donc si on fait les statistiques, on pourrait dire que près de 80% des dossiers concernent les conflits fonciers. Et donc ça, c'est une réalité. Je suis d'accord avec Maître Konaré quand il me dit que tout le problème du Mali, c'est le conflit foncier, parce que c'est un problème transversal. Et donc, au-delà, il y a des faits de corruption. Souvent, il y a des enquêtes qui sont menées, souvent même les rapports sont déposés. Comment on va écouter Brahima Keïta, chef de division au secrétariat permanent de l'espace d'interpellation démocratique, qui évoque un des problèmes qu'il rencontre. On constate que vraiment, avec les différents remaniements ministériels, il y a certains départements qui changent. On perd souvent les dossiers au niveau de ces départements. Donc, on est obligé encore de reconstituer les dossiers pour le bon traitement de ces 10 dossiers-là. Voilà, c'est un peu ça aussi. Maître Chekmar Konaré, dans un état sérieux où l'État est une continuité, peut-on perdre des dossiers aussi importants que ceux-ci? Perdre des dossiers? Monsieur Brahima Keïta disait tout de suite, le chef de division au secrétariat permanent de l'espace d'interpellation démocratique, qu'un des problèmes rencontrés, c'est qu'avec les remaniements ministériels, souvent, il y a des dossiers même qui se perdent. Mais je vous dis on s'en fout des dossiers là. Est-ce que vous croyez ce que je suis en train de vous dire? L'autorité administrative s'en moque parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il faut réformer la loi. Si on veut que l'espace d'interpellation ou le médiateur de la République serve à quelque chose, il faut prévoir des sanctions légales. Dire par exemple qu'à l'issue de l'espace d'interpellation, s'il y a des recommandations adressées à une autorité ministérielle, l'année suivante, si la recommandation n'est pas exécutée, ça équivaut à conduit à une démission automatique du ministre concerné. Vous dites que l'espace d'interpellation démocratique n'est plus important. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mis à la place de cet espace d'interpellation démocratique pour que les objectifs puissent être atteints? La vérité est qu'on n'a pas besoin de cet espace pour exécuter une décision de justice. Aux États-Unis, en France, est-ce qu'il y a un espace d'interpellation? Il n'y en a pas. Donc vous pensez que c'est la justice qui doit faire son travail? S'il y a une décision de justice revêtue de la formule exécutoire, l'État doit exécuter. On n'a pas besoin de remonter des circuits ou d'aller faire des discours pour obtenir l'exécution. Mais dès lors qu'il n'y a pas de sanctions, l'État refuse d'exécuter. C'est aussi simple que ça. Merci, Maître Konaré. Alors, docteur Nyangali, si le coronavirus, l'urgence sanitaire n'est pas la principale raison du report de cette édition-là, pourquoi les autorités maliennes n'ont pas dit clairement les raisons qui ont conduit à ce report de cette 25e édition? Oui. Comme je le disais dès l'entame de mes propos, en tout cas, ce qui est ressorti quand même du communiqué officiel de la primature, c'est de dire qu'il y a donc l'état d'urgence sanitaire qui ne prête pas à la tenue donc, de l'espace, donc 25e édition de l'espace d'interpellation démocratique. Et moi, à mon avis, on peut aussi
ajouter d'autres arguments pour Certains pouvoir... parlent de moyens financiers. Des moyens financiers parce que depuis quelques mois, vous savez bien que le Mali traverse une période sombre de son histoire. Et donc, notamment depuis l'imposition de l'embargo, que le Mali se serait trouvé dans la récession économique et que les chiffres, les gens parlent de 0,79%. D'accord, et on aura d'autres occasions pour développer parce que le temps nous fait défaut. Grand dialogue qui réfléchissait sur le report de l'espace d'interpellation démocratique à l'année prochaine. Dr Alain Nyangali qui pense que c'est un espace important qu'il faut améliorer et Maître Cheikh Oumar Konaré qui estime que ça a été reporté tout simplement parce que l'État malien n'accorde aucune importance à cet espace d'interpellation démocratique. Merci à nos invités, Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat, et Dr Alain Nyangali, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, à la régie vidéo et audio, Peting Diara et Salim Diouara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.